La route 75 s'étendait à l'infini devant le camion à 18 roues de Jake Mitchell, les lignes blanches se fondant dans un rythme hypnotique qui était devenu sa vie depuis 15 ans. À 42 ans, Jake avait tout ce qu'on attendait d'un camionneur longue distance. Des épaules larges, un visage buriné par d'innombrables heures passées sous le soleil et des mains qui connaissaient mieux que quiconque la sensation d'un volant. Son Peterbilt 579 n'était pas seulement un camion, c'était son bureau, son sanctuaire et parfois son échappatoire à une vie devenue bien trop compliquée. Mais ce soir-là, alors qu'il roulait dans l'obscurité de la campagne de l'Ohio, Jake ne pensait pas aux 1300 kilomètres qu'il lui restait à parcourir avant d'atteindre son dépôt à Cincinnati. Il ne s'inquiétait pas du calendrier de livraison serré, ni des nouvelles réglementations du ministère des Transports qui mettaient tous les camionneurs sur les nerfs. Non, l'esprit de Jake Mitchell était accaparé par quelque chose de bien plus dévastateur. Le SMS qui était apparu sur son téléphone 3 heures plus tôt, le message qui allait tout changer. « Tu dois rentrer à la maison, immédiatement. » C'est à propos de Sarah et Derek. Le message venait de sa fille, Emily, et ces 9 mots avaient déclenché une série d'événements qui allaient bouleverser la paisible banlieue de Riverside Meadows et faire la une des journaux à travers tout le pays. Sarah Mitchell était l'épouse de Jake depuis 19 ans. Ils s'étaient rencontrés dans un restaurant routier du Kentucky, où elle travaillait pour financer ses études d'infirmière. Ils se souvenaient encore de leur première conversation. Comment elle avait ri de ses mauvaises blagues, comment ses yeux verts avaient brillé lorsqu'elle lui avait parlé de son rêve de devenir infirmière pédiatrique, comment elle avait écrit son numéro sur une serviette en papier avec un petit cœur à côté. 3 mois plus tard, ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie en présence de leurs amis proches et de leur famille. Emily était née 1 an après, et pendant un certain temps, tout semblait parfait. La maison de Maple Drive était la maison de leurs rêves. Une modeste maison coloniale à 2 étages, avec des volets bleus, un porche qui en faisait le tour, et un jardin assez grand pour qu'Emily puisse y jouer. L'hypothèque était élevée, mais le travail de camionneur de Jake était suffisamment bien rémunéré pour qu'il puisse s'en sortir. Sarah avait obtenu son diplôme d'infirmière et travaillait à l'hôpital pédiatrique local, où elle effectuait des gardes de nuit, ce qui signifiait souvent qu'ils se voyaient brièvement. Lui partait en tournée au moment où elle rentrait du travail, épuisée, mais toujours souriante. Derek Morrison avait emménagé à côté 3 ans auparavant. Il avait près de 10 ans de moins que Jake, et son charme naturel et sa présence constante le rendaient très populaire dans le quartier. Alors que Jake était sur la route pendant des semaines, Derek était toujours là, réparant les clôtures, tondant les pelouses, organisant des fêtes de quartier. Il était graphiste indépendant et travaillait à domicile, ce qui lui conférait une flexibilité et une disponibilité que Jake ne pouvait égaler. « C'est tellement agréable d'avoir un voisin aussi serviable », avait dit Sarah à Jake lors d'une de ses brèves visites à la maison. Derek a réparé la gouttière la semaine dernière quand elle a commencé à fuir. Il n'a même pas voulu que je le paie. Au début, Jake lui en était reconnaissant. La culpabilité d'être un mari et un père absent pesait lourdement sur lui. Chaque anniversaire manqué, chaque pièce de théâtre scolaire à laquelle il ne pouvait assister, chaque anniversaire passé dans un relais routier plutôt qu'avec sa femme, tout cela s'accumulait. L'aide de Derek semblait être une bénédiction, quelqu'un qui veillait sur sa famille quand il ne pouvait pas être là. Ce que Jake ignorait, c'est que Derek Morrison ne se contentait pas d'être un bon voisin. Les signes étaient là depuis des mois, mais Jake les avait tous manqués. La façon dont le téléphone de Sarah s'illuminait de messages à des heures inhabituelles. Le fait qu'elle ait commencé à porter du parfum même pendant ses jours de congé. La nouvelle lingerie qu'il avait trouvée dans la lessive, encore étiquetée, qu'elle avait qualifiée de « petit plaisir ». La façon dont elle était devenue distante pendant leur conversation téléphonique, l'esprit clairement ailleurs. Emily avait été la première à le remarquer. À 17 ans, elle était assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais assez jeune pour être déchirée entre la protection de sa mère et la loyauté envers son père.
Elle avait vu la voiture de Derek garée dans leur allée la nuit, alors que sa mère la croyait endormie. Elle avait entendu les conversations téléphoniques chuchotées, les rires qui semblaient différents de ceux que sa mère partageait avec son père. Elle avait trouvé les reçus d'hôtel cachés dans le sac à main de sa mère, des reçus provenant d'endroits où Sarah était censée se rendre pour des conférences sur les soins infirmiers. Pendant des semaines, Emily avait hésité sur la conduite à tenir. Elle aimait ses deux parents, mais voir la trahison de sa mère la rongeait de l'intérieur. Le déclic s'était produit 3 jours auparavant, lorsqu'elle était rentrée tôt de l'école en raison d'un cours annulé. Elle était entrée dans sa propre maison et avait entendu des bruits provenant de l'étage, des bruits qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Le camion de Derek était garé effrontément dans l'allée, comme s'il était chez lui. Emily était partie sans faire de bruit, s'était rendue chez une amie et avait pleuré pendant des heures. Mais elle ne pouvait plus garder le secret. Son père méritait de connaître la vérité, même si cela détruisait leur famille. Jake était en Pennsylvanie lorsque le SMS d'Emily est arrivé. Il s'était arrêté à la prochaine aire de repos, les mains tremblantes, pour appeler sa fille. Ce qu'elle lui a dit lui a glacé le sang. « Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas te l'annoncer comme ça, mais je ne peux plus laisser faire. Maman et Derek, ils sont ensemble depuis des mois. Peut-être plus. Je l'ai vu là-bas quand tu n'étais pas là. Je les ai entendus. Papa, je suis désolé. » Les 2 heures qui suivirent furent floues. Jake avait enfreint toutes les règles du code de la route. Excès de vitesse, conduite pendant les périodes de repos obligatoires, oubli de son carnet de bord. Son esprit repassa en revue ses 19 ans de mariage, essayant de déterminer à quel moment les choses avaient mal tourné. Était-ce sa faute s'il était si souvent absent? Sarah avait-elle cessé de l'aimer depuis des années? Depuis combien de temps Derek était-il dans sa maison, dans son lit, avec sa femme? La rage qui montait en lui n'était pas du genre explosive. Elle était froide, calculatrice et absolue. Chaque kilomètre qui le rapprochait de chez lui alimentait cette colère, la transformant en quelque chose de sombre et d'unique dans son objectif. Jake Mitchell ne pensait pas aux conséquences lorsqu'il quitta l'autoroute 71 et se dirigea vers Riverside Meadows. Il ne pensait pas à sa fille, ni à son travail, ni même à son avenir. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage de Derek Morrison, ce sourire amical qui cachait une telle trahison. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la violation de son foyer, de son mariage, de sa confiance. L'horloge de son tableau de bord indiquait 23h47 lorsqu'il tourna dans Maple Drive. La rue était calme. La plupart des maisons étaient plongées dans l'obscurité, à l'exception de quelques lumières de porche. Sa propre maison était éclairée. Sarah laissait toujours les lumières allumées lorsqu'elle était seule, affirmant qu'elle se sentait plus en sécurité ainsi. Jake ne manqua pas de remarquer l'ironie de la situation. Et là, garée dans l'allée de Derek Morrison, comme si elle était à sa place, se trouvait la BMW argentée de Derek. La même voiture qui avait été garée dans l'allée de Jake d'innombrables fois. La même voiture qui était probablement restée là pendant que Jake transportait des marchandises à travers le pays, complètement inconscient de ce qui se passait dans sa propre maison. Quelque chose se brisa en Jake. Il avait passé tout le trajet du retour à imaginer ce moment, les affronter, exiger des réponses, peut-être même recourir à la violence, ses poings s'abattant sur le visage suffisant de Derek, les larmes de surprise de Sarah, les voisins regardant la façade parfaite s'effondrer. Mais maintenant, assis dans son camion, au bout de sa propre rue, aucun de ces scénarios imaginés ne lui semblait suffisant. Derek Morrison lui avait tout pris, l'amour de sa femme, sa tranquillité d'esprit, le caractère sacré de son foyer, la confiance dans son mariage, le respect de son quartier. Derek s'était immiscé dans la vie de Jake et l'avait volé, morceau par morceau, pendant que Jake travaillait 70 heures par semaine pour subvenir aux besoins de la famille qui était détruite en son absence. Les mains de Jake se crispèrent sur le volant. Le moteur du Peterbilt vrombissait sous lui, 500 chevaux attendant ses ordres. Il regarda la maison de Derek, plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre de chambre au 2e étage.
Il imagina Derek à l'intérieur, probablement en train de dormir paisiblement, complètement inconscient que le mari qu'il avait trahi était de retour en ville. L'idée se forma avant que Jake ne puisse l'arrêter, alimenté par des mois de soupçons refoulés, la confirmation dévastatrice de sa fille et la vue de cette BMW garée dans l'allée comme un doigt d'honneur à tout ce que Jake avait construit. Si Derek Morrison tenait tant à faire partie du quartier, Jake ferait en sorte qu'il n'oublie jamais cette nuit. Jake passa la vitesse, appuya sur l'accélérateur et dirigea le 18 roues directement vers la maison de Derek Morrison. Il y eut d'abord le rugissement du moteur diesel, qui accélérait alors qu'il aurait dû ralentir. Puis vint le crissement du métal frottant contre l'asphalte alors que Jake Mitchell luttait pour maintenir l'énorme Peterbilt aligné avec sa cible. Et enfin, la collision fracassante. 18 tonnes d'acier et de fureur s'écrasèrent contre la façade du 847 Maple Drive à 70-110 km/h. La maison de style colonial de Derek Morrison n'avait aucune chance. Le pare-choc chromé du camion a frappé en premier, enfonçant les piliers décoratifs en briques qui flanquaient le porche avant. Le porche en bois lui-même a explosé en éclats, les balustrades blanches, soigneusement entretenues, volant dans les airs comme des cure-dents. Le mur avant, avec sa grande baie vitrée dont Derek était si fier, a tout simplement cessé d'exister. Le verre s'est brisé dans toutes les directions, créant une pluie mortelle qui a capturé les lampadaires comme des milliers de petits diamants. Le camion continua d'avancer, son élan imparable. Les meubles du salon, le canapé en cuir coûteux de Derek, la table basse en verre, la télévision de 65 pouces fixée au mur, furent tous écrasés ou balayés lorsque la cabine du Peterbilt se fraya un chemin à travers le rez-de-chaussée. Les poutres de soutien gémirent et se fissurèrent, et quelque part dans le chaos, une conduite de gaz se rompit, remplissant l'air d'une odeur âcre de gaz naturel. Jake sentit l'impact se répercuter dans chaque os de son corps. La ceinture de sécurité se verrouilla, lui causant des contusions à la poitrine. L'airbag se déploya, l'aveuglant temporairement. Mais malgré tout cela, il ressentit une satisfaction sauvage. La maison parfaite de Derek Morrison, celle à partir de laquelle il avait lancé son invasion dans le mariage de Jake, était désormais une zone sinistrée. Puis la réalité le rattrapa, plus durement que le camion n'avait percuté la maison. « Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura Jake, les oreilles bourdonnantes à cause de la collision. De l'autre côté de la rue, les lumières s'allumèrent dans toutes les maisons. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des gens en pyjama et en peignoir sortirent en titubant sur leur pelouse, le téléphone déjà collé à l'oreille. Quelqu'un criait. Plusieurs alarmes de voiture avaient été déclenchées par l'impact, leurs avertissements stridents ajoutant à la cacophonie. Margaret Chen, la vieille dame qui habitait 2 maisons plus loin, fut la première à s'approcher, la main sur la bouche, horrifiée. « Jake Mitchell, oh mon Dieu, c'est toi ?» Jake lutta avec sa ceinture de sécurité et parvint finalement à se libérer. Ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine bouger. En descendant de la cabine, il put voir les dégâts qu'il avait causés. Toute la façade de la maison de Derek s'était effondrée. Le 2e étage était incliné à un angle dangereux, soutenu par des structures compromises qui pouvaient céder à tout moment. C'est alors qu'il l'entendit, un son qui le hanterait pour le reste de sa vie. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Je suis coincé !» La voix de Derek provenant de quelque part dans les décombres, aiguë de terreur. Jake sentit son sang se glacer. Dans sa rage, il n'avait pensé qu'à détruire la maison de Derek, à faire passer un message, à se venger. Il n'avait pas vraiment eu l'intention de tuer quelqu'un, n'est-ce pas? La frontière entre destruction et meurtre lui semblait soudain terriblement mince. « Derek !» Une autre voix, paniquée et plus proche. La voix de Sarah. « Derek, où es-tu » Jake tourna brusquement la tête vers sa propre maison. Sarah courait dans l'allée en peignoir, les cheveux en bataille, le maquillage étalé. Elle ne courait pas vers Jake ou son camion.
Elle courait vers les décombres de la maison de Derek, vers son amant, et elle ne semblait même pas remarquer son mari, qui se tenait là. La vérité frappa Jake comme une deuxième collision. Ce n'était pas seulement une liaison que Sarah cachait. C'était une femme amoureuse d'un autre homme, si profondément amoureuse que son premier réflexe en cas de crise était de courir vers lui, et non de vérifier si son mari était blessé dans le camion qui venait de détruire la maison de son voisin. « Sarah !» cria Jake, mais sa voix fut couverte par le chaos ambiant. Les sirènes au loin, les cris des voisins, les alarmes des voitures et les craquements inquiétants de la maison de Derek qui menaçaient de s'effondrer davantage. Tom Bradley, le voisin de Jake d'en face, attrapa le bras de Jake. « Jake, à quoi pensais-tu? Tu aurais pu tuer quelqu'un? Derek est coincé là-dedans. »« Je sais, » dit Jake d'une voix creuse. « Je sais. » Les pompiers arrivèrent les premiers, 3 minutes qui semblèrent une éternité. Le capitaine Rodriguez jeta un coup d'œil à la scène et appela immédiatement des renforts. Secours, ingénieurs en structure, compagnie de gaz. La maison était un piège mortel, avec une fuite de gaz, une structure compromise, et quelque part dans ce chaos se trouvait Derek Morrison. « Reculez tous !» ordonna Rodriguez. « Tout cela peut s'effondrer à tout moment. Nous devons évacuer les maisons environnantes jusqu'à ce que nous puissions sécuriser la conduite de gaz. » Sarah se débattit contre le pompier qui tentait de la retenir. « Mon ami est là-dedans. Vous devez le sortir de là. Derek, tu m'entends? » « Madame, nous faisons tout notre possible, mais vous devez rester en retrait pour votre propre sécurité. » Jake observait la scène depuis son camion, désormais encerclé par des policiers. L'inspectrice Lisa Warren était arrivée quelques minutes plus tôt, ses yeux expérimentés embrassant la scène avec le regard avisé que lui conféraient ses 20 années de service. « Jake Mitchell ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Tout le monde à Riverside Meadows connaissait les Mitchell. « Oui, madame. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ici ?» Jake regarda sa femme, qui pleurait toujours, et appelait Derek. Il regarda son camion détruit, dont l'avant était enfoncé par le choc. Il regarda la maison de Derek, ou ce qu'il en restait. Et il regarda sa propre maison, celle qu'il avait eu tant de mal à acheter, où sa fille assistait probablement à toute cette scène depuis la fenêtre de sa chambre. « J'ai découvert que ma femme couchait avec mon voisin, » dit Jake calmement. « J'ai perdu le contrôle. » L'expression de l'inspectrice Warren resta impassible. Elle l'avait déjà tout vu. Crime passionnel, crise de jalousie, famille détruite par l'infidélité. Vous comprenez que vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, destruction de biens, mise en danger imprudente et une douzaine d'autres chefs d'accusation qui me viennent à l'esprit. Oui, madame. Avez-vous besoin de soins médicaux? Non, madame. Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Alors que les menottes se refermaient, Jake entendit à nouveau la voix de Derek, plus faible cette fois. « Sarah, je ne sens plus mes jambes. » L'équipe de secours avait réussi à stabiliser partiellement la structure et s'efforçait maintenant d'extraire Derek. Sarah était à genoux sur la pelouse, sanglotant de manière incontrôlable. Les voisins se tenaient en groupe, certains enregistrant tout avec leur téléphone, d'autres se contentant de regarder, incrédules. Émilie apparut, descendant en courant de leur maison, les larmes coulant sur son visage. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?»« Reculez, mademoiselle, » avertit un policier. « Vous ne pouvez pas l'approcher pour l'instant. »« C'est mon père !» hurla Émilie. Jake croisa le regard de sa fille au milieu du chaos. « Em, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, ma chérie. »« Je ne voulais pas que cela arrive, » pleura Émilie. « Je voulais juste que tu saches. Je ne voulais blesser personne. » L'inspectrice Warren conduisit Jake vers sa voiture de patrouille. Pendant qu'il marchait, Jake voyait toute sa vie s'effondrer en temps réel. Son mariage était terminé, cela ne faisait aucun doute. Sa liberté était sur le point de prendre fin. Sa relation avec sa fille serait marquée à jamais. Sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il avait construit, tout cela détruit en un instant de rage incontrôlée.
Ils l'ont attrapé! Cria quelqu'un. L'équipe de secours émergea des décombres en transportant Derek Morrison sur une civière. Même de loin, Jake pouvait voir les dégâts. Les jambes de Derek étaient tordues dans des angles anormaux, son visage était couvert de sang et de poussière. Il était conscient mais souffrait clairement beaucoup. Sarah courut vers la civière et saisit la main de Derek. « Je suis là, chérie, je suis là. Tout va bien se passer. » Les ambulanciers ont chargé Derek dans l'ambulance, et Sarah est montée à son tour sans jeter un regard à Jake ou à leur fille. La salle d'interrogatoire du département de police de Riverside était exactement comme Jake l'avait imaginé. Froide, stérile, avec une table métallique boulonnée au sol et un miroir que tout le monde savait être un miroir sans teint. Il était assis là depuis 2 heures, menotté, attendant. L'adrénaline s'était dissipée, remplacée par un sentiment écrasant de réalité. L'inspectrice Warren entra avec un épais dossier et une tasse de café qu'elle ne proposa pas de partager. Elle s'assit en face de lui, le visage impassible. « Derek Morrison est en chirurgie, commença-t-elle. Il a le bassin fracturé, les 2 jambes cassées à plusieurs endroits et un traumatisme spinal grave. Les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher un jour. » Jake eut un haut-le-cœur. « Va-t-il survivre ? Probablement, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Ni la vôtre. Vous voulez me raconter toute l'histoire ?» Jake prit une inspiration tremblante et commença. Il lui parla du SMS d'Emily, des 2 heures de route passées à bouillir de rage, du moment où il avait aperçu la voiture de Derek dans l'allée. Il lui parla de ses 19 ans de mariage, des sacrifices qu'il avait consentis, du temps passé loin de chez lui. « Je n'avais pas prévu ça, » dit Jake. « J'ai juste craqué. J'ai vu sa maison et j'ai voulu détruire quelque chose, n'importe quoi. Je voulais qu'il ressente ce que je ressentais. » « Saviez-vous qu'il était à l'intérieur ?» Jake hésita. C'était là toute la question, n'est-ce pas? La différence entre tentative de meurtre et voie de fait grave. Je ne sais pas. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'il y soit. Warren prit note. Votre femme est à l'hôpital avec M. Morrison. Elle refuse de le quitter. Elle n'a pas demandé une seule fois de vos nouvelles. Ces mots firent plus mal à Jake qu'il ne l'aurait cru. Depuis combien de temps ? Demanda-t-il doucement. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble? D'après les voisins que nous avons interrogés, la voiture de Morrison était régulièrement garée devant votre maison lorsque vous étiez en déplacement. À vue de nez, au moins 8 mois, peut-être plus. 8 mois. Jake repensa à cette période. Il y a 8 mois, c'était leur anniversaire. Sarah avait semblé distante ce soir-là, distraite. Il avait mis cela sur le compte du stress lié à son travail. Maintenant, il connaissait la vérité. Elle était déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Votre fille a appelé le 911 après votre arrestation, poursuivit Warren. Elle est interrogée séparément. Elle a dit aux agents qu'elle vous avait informé de la liaison plus tôt dans la journée. Cela va compliquer votre défense, Mitchell. Préméditation. Je n'ai rien prémédité. J'ai reçu un SMS et je suis rentré chez moi, c'est tout. Vous avez roulé pendant 2 heures. Vous avez eu largement le temps de réfléchir à ce que vous alliez faire. Jake s'affala sur sa chaise. Elle avait raison. N'importe quel avocat verrait les choses de la même manière. Il avait eu le temps de se calmer, de prendre une décision rationnelle, mais il avait choisi la violence. Un coup à la porte les interrompit. Une autre détective entra et murmura quelque chose à Warren. Son expression s'assombrit. « Nous venons d'obtenir un mandat pour vos relevés téléphoniques, » dit-elle. « Apparemment, Emily vous a envoyé plusieurs SMS au cours des 3 dernières semaines. Papa, il faut qu'on parle. C'est à propos de maman. Il y a un problème à la maison. Vous les avez tous ignorés. » Jake ferma les yeux. Emily avait essayé de l'avertir, mais il était trop occupé, trop concentré sur son travail. S'il avait simplement répondu à ses SMS, s'il était rentré plus tôt à la maison, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. « Il y a autre chose, » dit Warren d'un ton différent. « Nous avons trouvé des reçus d'hôtel chez Morrison. Il s'avère qu'il était un véritable Roméo.
Votre femme n'était pas sa seule maîtresse. Nous avons identifié au moins 2 autres femmes mariées du quartier avec lesquelles il avait une liaison. Jake releva brusquement la tête. Quoi? Jake fixa l'inspectrice Warren, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. D'autres femmes? Qui? Warren sortit plusieurs photos de son dossier. Jennifer Bradley, la femme de votre voisin Tom, et Amanda Foster, 2 rues plus loin. Nous poursuivons l'enquête, mais il y en a peut-être d'autres. La pièce semblait tourner. Jake connaissait les Bradley depuis des années. Tom était celui qui l'avait attrapé par le bras sur les lieux de l'accident, lui disant qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Tom n'avait aucune idée que sa propre femme couchait avec Derek Morrison. « Depuis combien de temps ?» demanda Jake. La liaison de Jennifer Bradley a duré environ 4 mois et a pris fin il y a 2 mois. Celle d'Amanda Foster est toujours en cours, ou plutôt était toujours en cours. Son mari est déployé à l'étranger avec l'armée. Morrison ciblait spécifiquement les femmes dont les maris étaient souvent absents. Cette implication frappa Jake comme un coup de poing. Il n'avait pas simplement été malchanceux, il avait été choisi. Derek Morrison avait vu une cible vulnérable, une femme seule, dont le mari était absent pendant des semaines, et il s'était délibérément introduit dans sa vie. « Ce n'était pas simplement un type qui était tombé amoureux de ma femme, » dit Jake lentement. Il était à la chasse. C'est ce qu'il semble. Morrison a emménagé à Riverside Meadows, il y a 3 ans, sans aucun lien significatif avec la région. Il travaille à domicile, à des horaires flexibles, une personnalité charmante, le profil classique d'un prédateur en série, mais pas du genre violent. Il a utilisé la solitude comme une arme. Jake serra les poings. Sarah est au courant? Pour les autres? Nous ne lui avons pas encore dit. Elle est toujours à l'hôpital, refusant de quitter son mari. Mais elle le découvrira bientôt. Les autres femmes en parlent. On frappa à nouveau à la porte. Un jeune officier entra, l'air mal à l'aise. « Inspecteur, Jennifer Bradley est ici. Elle souhaite faire une déposition. » Warren se leva. « Je reviens, Mitchell. Ne bougez pas. » Elle sourit presque à sa propre plaisanterie. À travers le miroir sans teint, que Jake pouvait voir clairement depuis son angle, il regarda Jennifer Bradley être conduite dans une salle d'interrogatoire adjacente. Elle avait l'air détruite, les yeux rougis par les larmes, les mains tremblantes. L'interphone se mit à grésiller. Warren devait vouloir qu'il entende la conversation. « Madame Bradley, merci d'être venue, » dit la voix de Warren. « Je sais que c'est difficile. »« Mon mari n'est pas au courant, » dit immédiatement Jennifer. « Je vous en prie, ne lui dites rien. C'était une erreur, c'est fini, il n'a pas besoin de savoir. »« Je crains que ce ne soit plus possible. Avec ce qui s'est passé ce soir, tout va être révélé. Nous devons établir le comportement habituel de Derek Morrison. C'est pertinent pour l'affaire. » Jennifer s'effondra en sanglotant. « Il m'a dit que j'étais spécial, qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il a dit que son mariage avait échoué parce que son ex-femme ne le comprenait pas. Il était si attentionné, si présent. Tout ce que Tom n'était pas, car Tom travaille tout le temps. » Jake se sentit mal. C'était presque mot pour mot ce que Sarah avait dû entendre. Derek avait un scénario, un système. « Quand est-ce que ça s'est terminé ?» demanda Warren. « Quand j'ai découvert l'existence de Sarah Mitchell. Je les ai vus ensemble dans un restaurant de la ville voisine. Ils se tenaient la main, s'embrassaient. Je l'ai confronté et il a juste ri. Il a dit que j'étais amusante, mais que Sarah était la vraie. Il m'a jeté comme un déchet. Tu en as parlé à quelqu'un? Non, j'avais trop honte et j'avais peur que Tom l'apprenne. Alors j'ai juste fait comme si rien ne s'était passé. » La voix de Warren s'adoucit. « Madame Bradley, vous êtes aussi une victime. Morrison vous a manipulé. Mais j'ai fait un choix. J'ai trompé mon mari. C'est ma responsabilité. » Jennifer leva les yeux vers le miroir, comme si elle pouvait voir à travers. « Jake Mitchell est-il ici? Savait-il pour Derek et moi? » « Non. Il vient seulement d'apprendre pour sa propre femme. Mon Dieu, qu'avons-nous fait à nos familles? » À l'aube, tout le quartier était au courant.
pas seulement de l'accident, mais aussi du tissu de mensonges de Derek Morrison. Amanda Foster était arrivée au poste de police à 3 heures du matin, le mascara coulant sur son visage, après que sa sœur lui eut montré les images diffusées aux informations. Elle avait vu la maison détruite à la télévision et avait immédiatement appelé le détective Warren, désespéré de se confesser avant que son mari, en mission à l'étranger, ne le voie sur les réseaux sociaux. « Il m'a dit qu'il m'aimait », sanglotait Amanda à Warren. « Mon mari est en Afghanistan depuis 9 mois et je me sentais tellement seule. Derek était là tous les jours. Il m'aidait avec mes enfants, réparait des choses dans la maison. Il disait que quand mon mari reviendrait, on trouverait une solution. Il disait qu'il voulait un avenir avec moi. » Warren en avait assez entendu. 3 femmes, toutes mariées, toutes avec des maris absents. Derek Morrison n'avait pas seulement eu des aventures, il menait une opération systématique, exploitant la vulnérabilité des femmes de militaires et des familles de camionneurs. À 6 heures du matin, l'histoire avait fait le tour. Les équipes de télévision locales encerclaient ce qui restait de la maison de Derek. Les réseaux sociaux s'enflammaient de spéculations et de jugements. Le groupe Facebook Riverside Meadows Community comptait plus de 300 commentaires, dont beaucoup provenaient de voisins qui avaient fait confiance à Derek, l'avaient invité à des barbecues, lui avaient demandé de surveiller leur maison pendant leur absence. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons laissé ce prédateur s'installer dans notre quartier », pouvait-on lire dans un commentaire. « Ces pauvres femmes ont été manipulées », affirmait un autre. « Et leurs maris ? Ce sont eux les vraies victimes ici. Jake Mitchell a essayé de tuer quelqu'un. Ce n'est pas un héros. » À l'hôpital général de Riverside, Sarah Mitchell était assise dans la salle d'attente du bloc opératoire, sans se douter que son monde allait s'écrouler pour la 2e fois en 12 heures. Elle avait passé toute la nuit là, à attendre des nouvelles de l'opération de Derek. Les médecins avaient réussi à stabiliser sa colonne vertébrale, mais le pronostic était sombre. Une longue rééducation, un handicap permanent possible et un long chemin vers la guérison. Le détective Warren la trouva dans la salle d'attente à 7h15, l'air épuisé et abattu. « Madame Mitchell, nous devons parler. » Sarah leva les yeux, le regard vide. « C'est à propos de Jake. Je ne porterai pas plainte si c'est ce que vous voulez savoir, qu'il pourrisse en prison pour ce qu'il a fait à Derek. » Warren s'assit à côté d'elle. « Il ne s'agit pas de poursuite judiciaire. Il s'agit de Derek Morrison. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Au cours des 10 minutes qui suivirent, Warren lui expliqua tout. Jennifer Bradley, Amanda Foster, les reçus d'hôtel, la tendance à cibler des femmes mariées vulnérables, la manipulation systématique. Le visage de Sarah refléta une douzaine d'émotions. Incrédulité, déni, colère, et enfin une compréhension dévastatrice. « Non, » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas. Derek même. Il m'a dit qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne. Il a dit la même chose à Jennifer Bradley et à Amanda Foster. Et nous trouvons des preuves d'autres femmes. » Warren sortit son téléphone et montra les reçus d'hôtel à Sarah. Différents noms, différentes dates, des chronologies qui se chevauchaient. « Madame Mitchell, pendant que Derek vous disait que vous étiez spéciale, il couchait avec au moins 2 autres femmes dans ce quartier. » Les mains de Sarah se mirent à trembler. « Quand ? Quand était-il avec elle ? Jennifer Bradley, ça s'est terminé il y a 2 mois. Amanda Foster, leur liaison a duré jusqu'à hier soir. Il était avec elle il y a 3 jours. Il y a 3 jours. » Sarah se souvenait de ce jour-là. Derek lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu'il ne pouvait pas la voir parce qu'il avait une échéance importante pour un gros projet. Elle l'avait cru, lui avait envoyé des messages d'encouragement, lui avait dit qu'elle l'aimait. « Oh mon Dieu !» gémit Sarah. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Son téléphone vibra, puis encore, et encore. Des SMS affluaient de la part de voisins, d'amis, de personnes qu'elle connaissait depuis des années. La nouvelle s'était répandue. Tout le monde savait tout. Son aventure, les autres victimes de Derek, la destruction de plusieurs familles.
Un SMS de Margaret Chen, la gentille vieille dame d'en face, la toucha le plus profondément. « Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, Sarah. Comment as-tu pu faire ça à Jake et Emily ?»« Ma fille, » dit soudain Sarah en levant les yeux vers Warren. « Où est Emily? Elle va bien ?»« Elle est chez ta sœur qui est venue en voiture depuis Columbus. Emily a fait une déposition hier soir. C'est elle qui a parlé de ta liaison à ton mari. » Le visage de Sarah s'est effondré. Elle savait. Emily savait, et elle a essayé de vous dire d'arrêter, à plusieurs reprises, d'après sa déposition. Vous lui avez dit de s'occuper de ses affaires. Ce souvenir a frappé Sarah comme un coup de massue. Il y a 3 semaines, Emily l'avait acculée dans la cuisine, les larmes aux yeux. « Maman, s'il te plaît, arrête ce que tu fais. Papa ne mérite pas ça. » Sarah s'était mise en colère, sur la défensive, accusant Emily de l'espionner. Elle avait choisi Derek plutôt que les supplications de sa propre fille. Une infirmière s'approcha d'eux. « Madame Mitchell, Monsieur Morrison est réveillé. Il vous demande. » Sarah se leva automatiquement, puis hésita. Le détective Warren l'observait attentivement, voyant le moment précis où tout changeait dans les yeux de Sarah. « Non, » dit Sarah doucement. « Je dois rentrer chez moi. Je dois voir ma fille. »« Madame, vous êtes sûre? Il vous a demandé toute la nuit. » Sarah regarda la porte de la chambre de Derek, puis se tourna vers Warren. « Jake a-t-il vraiment essayé de le tuer, ou voulait-il simplement détruire la maison ?» Warren choisit ses mots avec soin. « Votre mari dit qu'il a craqué. Il a vu la voiture de Morrison dans l'allée et a perdu le contrôle. Le procureur est encore en train de déterminer les charges. Mais entre vous et moi, si Morrison avait été dans cette BMW au lieu d'être dans sa chambre, votre mari serait accusé d'homicide involontaire au volant en ce moment. Il a eu de la chance. »« De la chance, » répéta Sarah d'une voix creuse. « Aucun d'entre nous n'a de chance, inspecteur. » Elle passa devant l'infirmière sans se retourner, laissant Derek Morrison seul dans sa chambre d'hôpital. Une nouvelle conquête qui avait fini par voir clair dans ses mensonges. À l'extérieur de l'hôpital, les caméras des journalistes la filmèrent alors qu'elle sortait dans la lumière du matin. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des centaines de messages, d'appels manqués, de notifications Facebook. Ses collègues infirmières, sa sœur, l'école d'Emily. Tout le monde voulait une déclaration, une explication, ou simplement lui dire ce qu'il pensait d'elle. Mais un seul appel comptait. Sarah fit défiler ses contacts et appuya sur le numéro de sa sœur. « Rachel, Emily va bien? Elle a pleuré toute la nuit, Sarah. Elle se reproche tout. Je peux lui parler ?» Il y eut un long silence. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Elle a besoin de temps. S'il te plaît. Je dois lui dire que je suis désolé. Je dois lui dire... » « Quoi, Sarah? Que tu es désolée d'avoir détruit ta famille, que tu es désolée d'avoir préféré un prédateur manipulateur à ton mari et à ta fille. Que pourrais-tu bien dire qui améliorerait la situation? » Sarah n'avait pas de réponse. 6 mois plus tard, Jake Mitchell se tenait devant la juge Catherine Reynolds pour être condamné. Derek Morrison était assis dans un fauteuil roulant au fond de la salle d'audience, toujours incapable de marcher. Sarah n'était pas là. Elle avait demandé le divorce 3 semaines après l'accident et avait déménagé dans un autre État avec Emily, essayant de reconstruire leur relation brisée. « Monsieur Mitchell, » commença la juge Reynolds, « vous avez détruit des biens, failli tuer un homme et traumatisé toute une communauté. Cependant, la Cour reconnaît la détresse émotionnelle extrême et le comportement prédateur de M. Morrison qui a affecté plusieurs familles. » L'avocat de Jake avait plaidé la folie passagère, présentant des preuves de la manipulation systématique par Derek de femmes vulnérables. 5 ans, avec sursis à 18 mois, suivi d'une période de probation et d'une obligation de suivre une thérapie. Jake acquiesça. C'était plus clément qu'il ne l'avait espéré. Alors que les adjoints l'emmenaient, il aperçut Tom Bradley dans la tribune, un autre mari dont Derek avait détruit la vie. Tom croisa son regard et hocha une fois la tête. Un petit signe de reconnaissance entre 2 hommes qui avaient tout perdu.
Derek Morrison quitta Riverside Meadows 2 mois plus tard, sa réputation détruite, confronté à des poursuites civiles intentées par 3 familles. La maison de Maple Drive resta vide, témoignage de la nuit où la rage d'un homme s'était heurtée au mensonge d'un autre.